Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence absolument clé, mais qu'on a trop souvent tendance à oublier, l'art de bien définir un problème. C'est vraiment la première marche, la plus importante pour espérer trouver la bonne solution. C'est une phase de diagnostic qui, croyez-moi, si elle est bien faite, peut absolument tout changer. Et voilà, tout est dit ici, c'est le cœur du sujet. On a cette fâcheuse tendance à vouloir sauter les étapes. On croit savoir, on se jette sur la solution, mais c'est un vrai piège. C'est justement pour ça qu'on fait cette analyse aujourd'hui, pour apprendre à ne pas tomber dedans et éviter de s'épuiser à résoudre le mauvais problème. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à faire, c'est un vrai changement de mentalité. Il faut combattre ce réflexe presque naturel de vouloir tout de suite trouver des solutions. Non. Il faut se forcer à prendre du recul, à creuser, à explorer et, comme le disent certains, à carrément tomber amoureux du problème. Regardez bien ça. Ce sont les pièges classiques dans lesquels on tombe tous. Juger avant même d'avoir enquêté. Se dire « Ah oui, ça me rappelle telle situation », au lieu de chercher ce qui rend ce problème unique. Se jeter sur la partie visible de l'iceberg. Chacun de ces points est une mauvaise habitude qui nous aveugle. La règle d'or, c'est donc de refuser toute idée de solution au départ. Alors, pour nous aider à changer de regard, il y a un outil super puissant, le framework Jobs to be done. L'idée est toute simple, mais elle change tout. On arrête de penser au produit et on se demande quel est le boulot, la tâche que le client cherche vraiment à faire. C'est quoi sa motivation profonde, son but ultime dans ce contexte précis? Et cette phrase, qu'on attribue souvent à Henry Ford, c'est l'exemple parfait. Les gens ne voulaient pas de chevaux plus rapides. Le job à accomplir, c'était tout simplement de se déplacer plus vite et plus facilement. Une fois qu'on a compris ça, on n'améliore plus l'existant, on invente la voiture. Ça ouvre la porte à de vraies innovations. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, comment on fait concrètement? Eh bien, on enfile notre casquette de détective et on part sur le terrain. L'idée, c'est d'aller chercher l'information brute, les indices qui vont nous mettre sur la piste du vrai problème, directement à la source. Et pour commencer cette enquête, il faut savoir à qui parler. L'outil qu'on voit ici, la matrice des parties prenantes, est génial pour ça. Il permet de visualiser qui est qui. Qui a de l'influence, pour qui est important. En gros, la question c'est qui est impacté par le problème et sa solution. Ça permet de bien cibler les personnes clés à interroger. Une fois qu'on sait à qui parler, il y a tout l'art de mener l'entretien. La clé du truc, c'est l'écoute active, sans jamais juger. On pose des questions ouvertes, vous savez, celles qui commencent par pourquoi, comment, racontez-moi. On ne veut pas des réponses formatées, on veut des histoires, des anecdotes qui révèlent les vraies galères du quotidien. Ok, on a collecté plein d'infos, plein d'indices. Maintenant, l'étape peut-être la plus délicate commence, l'analyse. Il va falloir apprendre à faire la différence entre les symptômes, ce qu'on voit en surface, et la vraie maladie, la cause profonde. Et c'est là que le bât blesse bien souvent. C'est tellement tentant de s'arrêter à la première explication qui semble logique. C'est un réflexe, mais un très mauvais réflexe. On risque de mettre un simple pansement sur une jambe de bois. Le vrai problème, lui, ne tardera pas à refaire surface. Il faut aller plus loin. Et pour creuser, il existe une technique aussi simple que géniale, les 5 pourquoi. Le principe, on pose la question pourquoi 5 fois de suite pour remonter la chaîne des causes. Regardez cet exemple. On part d'une simple baisse des ventes et de pourquoi en pourquoi, on arrive au vrai problème. Les vendeurs sont surchargés. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Toute cette investigation nous amène enfin au moment crucial, la formulation du problème. L'objectif, ce n'est pas juste d'écrire une phrase sur un papier, c'est de créer une vision du problème qui soit acceptée par tout le monde et qui donne vraiment envie à l'équipe de se mettre en mouvement. Alors, comment on l'a construit cette fameuse phrase? On peut suivre une structure simple en 3 temps. D'abord, comment pourrait-on? Pour imaginer une situation idéale. Ensuite, pourquoi? Pour être bien clair sur le but. Et enfin, qu'est-ce qui nous en empêche? Pour lister les obstacles qui sont en fait les vrais chantiers à attaquer. Et c'est ça qui est beau dans cette approche. Un problème qui est bien formulé n'est plus un mur insurmontable. En fait, il contient déjà en lui les pistes, les embryons de sa propre solution. C'est une rampe de lancement pour passer à l'action de manière coordonnée. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Regardez cette formulation. Elle commence par « Comment pourrait-on » et elle liste tout de suite les obstacles qui sont devenus des axes de travail. On ne cherche pas de coupable, on identifie des pistes d'amélioration sur lesquelles tout le monde peut se retrouver. Donc, pour résumer, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, il faut un pilote dans l'avion, un facilitateur neutre. Deuxièmement, on oublie les solutions toutes faites au début. Troisièmement, la parole des gens sur le terrain est d'or, c'est leur point de vue qui compte. Le but est de trouver ce qui rassemble. Et enfin, l'énoncé final doit être un équilibre parfait, assez large pour que tout le monde s'y retrouve et assez précis pour qu'on sache par où commencer. Voilà, on arrive au bout de cette méthode.
Mais en réalité, le plus intéressant commence maintenant. Après tout ça, la seule question qui vaille, c'est de se la poser à soi-même. Finalement, quel est le vrai problème qui mérite qu'on s'y attaque là, tout de suite? Et vous verrez, la réponse est parfois loin d'être celle qu'on imagine.